wesh, wesh. Et moi je te dis que le premier film Gremlins est l'original et par conséquent le meilleur de la duologie. Non! Gremlins 2 est une comédie riche en autocritique de son premier volet. Il suffit. Les deux films, bien que très différents, sont des chefs-d'œuvre à part entière. T'es qui toi? Je suis le défenseur des films oubliés, le pourfendeur des critiques injustes. Je suis... Cinéman. Comme le film avec Franck Dubosc. Alors non! Ce n'est qu'une coïncidence. Une tragique coïncidence. Et tu vas faire quoi? Me critiquer à mort? Ben... non. Wow, 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 wow. Mais qu'est-ce que vous voulez? Vous connaissez Defender? Bonjour à tous et bienvenue dans Vadé Rétro. Est-ce que vous vous souvenez de cette polémique autour de Martin Scorsese et des films de l'univers Marvel? Et oui, pour ceux du fond qui n'ont pas suivi l'histoire, Martin Scorsese, dans une interview pour le magazine Empire, a confié qu'il ne considère pas les films de la saga Marvel comme du cinéma, les comparant même à des parcs d'attractions. Bien évidemment, cette citation a déclenché une tempête de polémiques et de critiques, et les réalisateurs concernés comme les fans ont généreusement exprimé leur colère et leur sentiment d'avoir été offensés. Bref, ça a fait assez de foin pour nourrir toute une écurie. Surtout qu'il en faut beaucoup aujourd'hui pour offenser les gens. Surtout sur Twitter. Ah pardon, c'est mon détecteur de conneries. Je pensais l'avoir mis en silencieux. Martin Scorsese s'est ensuite un peu plus expliqué un mois plus tard, dans un article qu'il a écrit pour le New York Times. Il a précisé déjà qu'il s'agissait d'une différence de goût et surtout de génération, et que le cinéma qui lui parle, c'est un cinéma de révélation, dans lequel on explore en premier lieu les problématiques de l'humain, et où les artifices propres au cinéma sont là pour nous faire partager au mieux ses complexités. Pour Scorsese, le cinéma c'est un moyen de surprendre, de réveiller en nous des émotions inattendues, parfois même contradictoires, de nous chambouler. Et les films Marvel, malgré leur apparat, ne se concentrent pas sur les mêmes problématiques, captent le spectateur par le spectaculaire plus que par le sensible, et s'éloignent en conséquence des caractéristiques propres au 7e art qu'il a connu. Ce qui ne veut pas dire que les films à franchise et autres grosses productions de ce type sont à conspuer, mais qu'il est parfois intéressant de prendre un recul critique sur notre propre définition du cinéma et en quoi il nous touche. Et oui, le cinéma ce n'est pas seulement terriblement subjectif, je pense aussi que c'est une affaire de cœur. Et de pognon. Mais pourquoi je vous raconte tout ça, vous allez me demander? Eh bien parce que le film que je souhaite partager avec vous aujourd'hui résonne en moi comme un beau compromis entre ces deux visions du cinéma. Un petit film de super-héros qui n'en est pas vraiment un, qui a de prime abord des allures de film popcorn, mais qui se révèle être riche de sensibilité. Et ce film, c'est Defender. Defender est un film canado-américano-britannique, sorti le 12 septembre 2009 au Canada, le 26 février 2010 aux États-Unis et le 11 mai 2010 en France en DVD uniquement, et réalisé par Peter Stebbings, un acteur, réalisateur et scénariste canadien qui a joué dans un bon paquet de séries, dont la série Crossbones que j'avais déjà évoquée, mais aussi des feuilletons à succès comme Stargate SG-1 ou même X-Files, dans lequel il joue un Amish qui change de sexe. Et après on ose dire que les Amish sont anticonformistes. Alors Defender c'est un film de passionné, et fait avec... passion. C'est bien, vous suivez. Déjà un film au temps de tournage aussi court qu'un inculjat à tête plate, et au budget aussi serré que la culotte d'une nonne frigide obèse. Un procès pour expression outrageante? Quoi, c'est le mot culotte qui vous a offensé? Et oui, le film a été tourné en seulement 20 jours, ce qui est peu, et avec un budget de 4 millions de dollars. Ce qui est... encore plus peu. Pour vous donner une idée de comparaison, le film Bull et Bill a été réalisé en 84 jours et a coûté 16 millions, soit tourné en 4 fois plus de temps et avec 4 fois plus d'argent. Alors je l'ai toujours pas vu, mais bon, on va pas se mentir, ça doit forcément être un chef-d'œuvre. Au casting, on retrouve en tête d'affiche Woody Harrelson, acteur de talent aux multiples facettes et faussettes, connu pour les nombreux films dans lesquels il a joué comme Natural Born Killers, No Country for Old Men ou Proposition indécente. Allez, je vous le conseille quand même dans un autre petit film de l'ombre, le road trip spirituel Sunchaser, dans lequel il joue un médecin pris en otage par un jeune délinquant amérindien qui veut atteindre un lac magique en haut d'une montagne pour soigner son cancer.
Non mais j'ai encore rien dit! Outre le premier rôle de qualité, Peter Stebbings a pour le casting de son film pioché dans des acteurs très performants et pourtant peu reconnus. Déjà Kat Dennings, que vous reconnaîtrez surtout dans le rôle de Darcy Lewis, dans la saga des Thor et la récente série WandaVision, Elias Koteas, qui dans son temps libre se marave avec les Tortues Ninja, mais aussi un des acteurs fétiches du réalisateur Atom Egoyan, dont je vous avais déjà recommandé l'excellente filmographie, et Michael Kelly, que l'on peut retrouver dans le très bon remake Dawn of the Dead de Zack Snyder, ainsi que dans des séries comme House of Cards ou encore Taboo. Peter Stebbings est malin, car il a choisi un casting de très bons acteurs, sans prendre de grosses têtes d'affiche, si l'on accepte Woody Harrelson qui s'est engagé dans le projet malgré un salaire apparemment ridicule. Et clairement, il a pris les bonnes décisions, car le tournage semble s'être bien passé malgré le stress constant face aux limites de temps et de moyens, et les comédiens comme l'équipe technique se sont investis corps et âme. Bon, il a aussi eu la chance d'avoir un producteur qui croyait en lui, et qui l'a accompagné et soutenu tout au long du projet. Comme quoi, les producteurs honnêtes, ça existe. Malgré tous ses efforts, le film fut peu distribué, et à part quelques prix dans les festivals, il n'a pas réellement eu de succès et est vite tombé dans l'oubli. Et c'est vraiment dommage car il mérite amplement sa place aux yeux du public. Et on va voir pourquoi. Enfin si vous voulez. C'est le principe de mes vidéos en fait. Le film suit Arthur Poppington, un homme déficient mental, employé sur les chantiers le jour par son ami Paul, qu'il a pris sous son aile. Mais toutes les nuits, Arthur revêt costume moulant, accessoires et mascara, et devient Galaxia, la prostituée transgenre. Ah non, ça c'est dans Self Control. C'est un film vraiment débile. Je vous le recommande. Non, il devient Defender, un justicier défendant la veuve et l'orphelin, et dont la mission principale est de mettre la main sur un dénommé Captain Industry, un effroyable super vilain qui a main mise sur la ville, mais qui est également responsable du meurtre de la mère d'Arthur. Dans son enquête, il croise la route d'Angel, une jeune prostituée accro au crack qui va tantôt profiter de lui, tantôt l'aider, et d'un policier ripou, travaillant au compte du baron de la pègre locale, Radovan Kristic, que Defender suspecte d'être Captain Industry. Entre ses désillusions, son entourage et les dangers qu'il affronte, Arthur va tenter, à sa façon, de faire justice dans une ville rongée par la corruption et la violence. Alors Defender c'est quoi? Un film de super-héros? Une parodie de film de super-héros? Un documentaire sur les blaireaux? Ce toilettage mutuel permet de renforcer les liens sociaux entre les blaireaux. Ben non. Defender, malgré sa part d'humour et ses quelques scènes d'action... Non, j'ai dit non. Je pense que c'est avant tout un drame. Ce qui nous transporte tout au long du film, c'est l'empathie sincère qu'on développe pour le personnage d'Arthur, qui, bien qu'impulsif et même parfois violent, est avant tout profondément bon et bien sûr, touchant. Au sujet de la violence, le film interroge sa légitimité, la question de la nécessité d'utiliser la force pour sauver un innocent, une véritable problématique à laquelle même les personnages les plus terre-à-terre du film ne peuvent répondre concrètement. Alors qu'on sait tous que la meilleure solution à un problème, c'est de faire le mort. Littéralement. Genre l'arrivée des impôts. Pourtant on ne fait pas face à une œuvre qui fait l'apologie de la violence. Le film la met en scène avec un réalisme froid, et même une certaine pudeur. On suit un personnage qui fait face à un univers décomposé par la drogue, la prostitution de mineurs et le danger constant des rues. Un personnage qui choisit la force brute, mais en accepte les conséquences. La violence est là, on la sait, on la voit, mais dans son histoire plus que dans son visuel. Defender fait partie de ces films qui économisent les images graphiques et gratuites de la violence, sans pour autant l'évincer. Alors côté cinématographie, c'est vrai que la photographie de ce film n'a rien de très extravagant. C'est peut-être l'un des éléments où l'on peut ressentir le manque de temps et l'économie de risque. On peut malgré tout lui trouver un petit design de comic book sobre, avec les esthétiques rendues par la neige, la brume, les lumières opaques et l'omniprésence de la lune, dont la symbolique est particulièrement forte. Et oui, la lune est un symbole classique des justiciers de la nuit. Mais pour Arthur, cet astre lui rappelle surtout le dernier échange qu'il a eu avec sa mère, et en conséquence, la croisade qui l'a mené à devenir un super-héros. Mais si Defender s'inspire des super-héros, on peut aussi se poser la question – de qui les super-héros sont-ils inspirés? Le concept de super-héros est inspiré à l'origine de la mythologie, racontant les légendes de héros qui accomplissent des exploits surhumains, d'Hercule et de ses 12 travaux, de Samson et de sa force phénoménale, de David face à Goliath, des talents et des pouvoirs qui sont, le plus souvent, des dons d'origine divine. Le Thor de la série Marvel en est un des exemples les plus concrets, car il transforme littéralement un dieu de la mythologie scandinave en super-héros de comics américain. Ou encore Jésus-Christ qui est passé de ça à ça. Tout est lié. Techniquement, la première inspiration de super-héros serait apparue dans les années 1800, avec la légende de Jack Talon à ressort, personnage né en Angleterre pendant l'époque victorienne, et inspiré de témoignages d'un homme hideux
sautant sur les femmes dans les allées sombres et arrachant leurs vêtements. Ouais, comme quoi les super-héros ils sont surtout au bois de Boulogne. Mais l'archétype du super-héros tel qu'on le connaît aujourd'hui naît au début du 19e siècle, dans les romans feuilletons et les comics. Le premier comics de super-héros serait Hugo Hercule, apparu en 1902 dans le Chicago Tribune. S'en suivraient des personnages tels que John Carter dans les romans de science-fiction, Mandrake le magicien dans les BD, ou encore The Shadow dans les feuilletons radiophoniques, dont j'ai d'ailleurs narré les origines dans ma petite vidéo sur le film de Russell Mulcahy. Vous pouvez toujours aller la voir, hein. Elle est vraiment bien. Les caractéristiques qui définissent le super-héros se sont construites au travers de plusieurs grands héros de fiction. La double identité avec le Mouron Rouge, le costume moulant avec le fantôme du Bengale, les pouvoirs magiques avec Mandrake, et leur dénominateur commun est le combat pour la justice. Les super-héros sont même considérés par certains comme des évolutions des grands héros classiques de la littérature. Par exemple, le Comte de Monte Cristo d'Alexandre Dumas rassemble presque tous les éléments de l'archétype du super-héros. Une quête de justice et de vengeance, une identité secrète, et des qualités exceptionnelles de survie. Tout comme le personnage de Jean Valjean dans Les Misérables, à qui l'on rajoute la force surhumaine. Tu me dis Victor Hugo, je te réponds Superman. Balzac? Trop facile. Super Goriot. Chaque super-héros fait référence à une symbolique spécifique. Pour Spider-Man, c'est l'adolescence et la puberté. Pour les X-Men, c'est le conflit face aux discriminations. Pour Batman, le traumatisme et le combat face à nos peurs. Et pour la grosse Bertha, Defender, pour sa part, symbolise l'enfant qui essaie de survivre dans le monde imparfait des adultes à travers son imaginaire. Il emprunte de nombreuses répliques de super-héros et il ne prend les choses qu'au premier degré. Et pour aller encore plus loin, si je vous dis un film qui met en scène un protagoniste qui protège son environnement, qui combat des malfrats avec des jouets et des ustensiles détournés pour en faire des armes violentes et efficaces, Defender est une version adulte de Maman j'ai raté l'avion. Vous voulez un autre exemple? Complètement au hasard? Dans l'épisode 19 de la saison 15 des Simpsons, dans laquelle Homer, pourtant dénué de super pouvoirs, se transforme en Tarteman, un justicier qui venge les opprimés en attaquant les malfaiteurs à coups de tarte pour les remettre à leur place. La tarte en pleine poire, rien de mieux pour calmer l'ego des... Mais Defender, c'est aussi l'archétype du passage à l'acte. Il fait peut-être les mauvais choix, mais au moins, il agit. Il essaie. Il fait tout pour compenser ses lacunes. Si Arthur revêt un costume de super-héros, ce n'est pas par désir de gloire ou par fantasme, mais parce qu'il essaie constamment de se dépasser. C'est ce qu'il a appris des comics qu'il lit depuis l'enfance. Les super-héros ne sont pas juste des personnages dotés de pouvoirs surhumains. Ils sont aussi ceux qui choisissent d'utiliser leur force pour rendre le monde meilleur. Defender ne cherche pas Captain Industry pour se venger de la mort de sa mère. Il le cherche pour qu'aucune autre mère ne meure par sa faute. Il ne se bat que pour la dignité des faibles, et c'est avec cette valeur qu'il trouve un sens à sa vie. Une valeur inculquée non seulement par les justiciers de ses bandes dessinées, mais aussi par son grand-père, qui a survécu à la guerre, et par la blessure d'abandon causée par la perte de sa mère. La phrase « Fight back » n'est pas anodine. Defender, c'est un appel à réagir contre l'injustice, particulièrement celle qui met en danger les plus innocents. Et c'est cette bonté profonde qui rend Arthur bien plus fort que son alter ego Defender. Son ami Paul le décrit parfaitement. Pas besoin d'être un super-héros. Des gens parfaitement ordinaires font des choses extraordinaires tous les jours. Ce qui marche avec Defender, c'est que même si sa cinématographie reste classique, on nous raconte avant tout une belle histoire. Peter Stebbings le dit lui-même dans ses interviews. Peu importe les moyens, peu importe les effets visuels, l'essentiel, c'est d'avoir une bonne histoire à partager. Et cette phrase est pour moi une des définitions les plus fidèles à ce que j'appelle le cinéma. Defender, c'est un film drôle, triste, avec un arc narratif solide, des personnages colorés et qui témoigne d'une humanité profonde. C'est un film de justicier qui mérite qu'on lui fasse justice. Je vous promets que vous allez passer un bon moment devant ce film. Sur ce, bonne soirée et bonne séance. Et voilà pourquoi Defender, eh ben, c'est vraiment un film super, quoi. Ah, ok. Bah, c'était très enrichissant. Oui, c'était ludique. Je vais me coucher moins conne ce soir. Ok. Bah, nous on va y aller. Oui. Hein? Eh, je peux récupérer mon sac? Me touche pas, c'est ta faute si on tombe sur des lubriques pareils.
Le monde a besoin de cinéma. Et je suis là pour lui rendre justice. Bobine, mon fidèle acolyte. Repartons à la chasse aux films. La seule raison pour laquelle je t'ai accompagné, c'est parce que tu m'as promis qu'on irait à Pigalle. D'accord. Mais il va falloir que tu me guides. Parce que j'y vois que dalle en fait.